Quand l'école s'inspire des progrès de la science pour se réinventer et qu'elle aborde l'éducation de manière créative, ça peut donner des résultats vraiment étonnants. À Paris, des jeunes surdoués profitent d'un enseignement créé sur mesure pour eux afin de stimuler continuellement leur cerveau dont la mécanique est différente. Un peu plus différent que les autres. Et à New York, on indique à des autistes la voie de la réussite. C'est grâce à une technique de modification du comportement que ces enfants particuliers sortent de leur bulle et réussissent à apprendre, à communiquer, pour vivre presque normalement. Jour après jour, c'est dans des écoles pas comme les autres qu'on assiste à des petits miracles. L'école Georges Gusdorf est située dans le 15e arrondissement à Paris. Elle a été créée en 2008 et accueille des élèves de 4 à 17 ans qui ne trouvaient pas leur place dans le système scolaire public. Nichée dans une petite rue, dans le fond d'une cour, l'école au premier coup d'œil n'a vraiment rien de particulier. J'aimerais bien qu'on commence. Est-ce qu'on a autre chose qui puisse être reconnu ici? Ça, c'est convertisseur. Ça sert à convertir, comme dans les barrages. L'eau qui s'écoule va faire tourner, mais le convertisseur sert à transformer l'énergie physique de l'eau en électricité. Alors ici, regarde, il est déjà relié. Mais quand on franchit ces portes et qu'on écoute ce que les élèves de 7 à 10 ans d'une classe de sciences ont à dire, c'est là qu'on comprend qu'il se passe ici quelque chose de différent. L'école Georges Gusdorf accueille quelques 80 élèves. Les avant-midi sont consacrés à l'enseignement des matières fondamentales comme le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences humaines. Et comme partout ailleurs en France, on doit passer les examens académiques officiels. Mais dans cet établissement, c'est la pédagogie qui n'a rien à voir avec les écoles conventionnelles. Essayer de faire en sorte que ce soit une classe parfaitement silencieuse, qui écoute le cours de façon totalement linéaire, c'est en perdre une partie. Ces manipulations, je rappelle au 5e. En 5 volts. Ça n'est plus le fond qui est le centre même du cours, c'est la forme. On a le droit de dire des choses, on a le droit de rigoler, on a le droit de s'exprimer. En fait, ils ne vont plus s'ennuyer grâce à cela. Est-ce que quelqu'un pourrait m'émettre une hypothèse? Soit l'ampérage, soit le voltage sont pas suffisants, du coup la lampe n'a pas assez d'énergie pour chauffer suffisamment et briller. J'ai des mots intéressants là, ampérage, voltage. Ça va être Qualifiés tantôt de surdoués, à haut potentiel ou encore précoces, si les termes varient, il demeure que les élèves de Gusdorf ont un point en commun, ce sont des enfants hors normes. On a cherché longtemps le terme adéquat pour définir ces élèves-là. Nous, on aimerait pouvoir les définir par rapport à leur façon de penser. Cette façon de penser en arborescence qui est très caractéristique, leur capacité à faire des liens, à avoir des idées et aussi leur sensibilité, parce que c'est une dimension de leur personnalité très importante pour nous. La pensée en arborescence, c'est la caractéristique qui définit les enfants surdoués. Nous rencontrons une spécialiste du sujet qui a publié plusieurs ouvrages sur ces enfants pas tout à fait comme les autres. Chez ces enfants, il y a une idée et qui, comme ça, va faire tout un arbre de pensée, chaque idée s'enchaînant à une autre pensée, s'enchaînant à une autre idée, et ça de façon un petit peu sans limite et de façon complètement simultanée. C'est-à-dire que très vite, le moindre stimulus, la moindre notion, la moindre perception de n'importe quelle chose, que ce soit à l'école ou à l'extérieur de l'école, va générer tout un foisonnement de pensées et d'idées qui conduit ces enfants à en avoir toujours plein la tête. Ils ont souvent beaucoup de connaissances qui sont des connaissances parfois désordonnées, mais en tout cas on part de beaucoup de connaissances. Pourquoi utilise-t-on du verre entre le câble électrique et le pylône? Pour que les courants qui passent dans les câbles ne touchent pas le sol et du coup qu'ils ne puissent pas être court-circuités par le sol. Donc comme le verre n'est pas conducteur, il ne peut pas passer par le verre. Quel est le risque pris par le technicien? Que les parties qui ne sont pas protégées par sa veste ou par les gants touchent les câbles et là il se prendra pas mal de jours.
Ouais, À part s'il pas mal de jus en termes physiques, est-ce qu'on peut le... il va se prendre du 4 000 volts. Ce sont des enfants qui utilisent des réseaux de neurones, vraiment même au niveau neurophysiologique, qui sont en deçà du seuil de la conscience. Ils vont avoir ce qu'on va très vite appeler une espèce de fulgurance. On leur pose une question, ils ont un problème, hop, ils savent la réponse. Et on va leur dire, mais comment tu le sais ? Et la seule chose qu'ils vont être capables de répondre, c'est « je le sais parce que je le sais parce que c'est évident ». Mais bien sûr, regarde, si tu inverses, en règle générale, c'est des enfants qui sont véritablement capables de faire 2 choses, voire 3 choses en même temps. Certains d'entre eux dessinent, jouent, pour eux, ça aide à la concentration. Et si on leur dit, maintenant ça suffit, tu restes calme, tu regardes droit dans les yeux, tu regardes que le tableau, ou la maîtresse, ou tu fais attention à ce que sur ton bureau il n'y ait rien, à ce moment-là, hop, ils partent dans leur rêve. Ça devient pas un peu chaotique si chacun peut faire ce qu'il veut? Cette impression, effectivement, de chaos, elle n'est vraiment qu'une impression. Vous le voyez au fur et à mesure des cours, vous ne les perdez pas dans le niveau de connaissance qu'ils ont, ils acquièrent des choses et ils arrivent à faire des évaluations qui sont des évaluations tout à fait correctes, voire excellentes. Un million et demi d'Américains seraient atteints d'autisme à la naissance. On ne sait toujours pas exactement d'où vient ce retard de développement, mais on comprend de mieux en mieux le mode de fonctionnement des autistes. Depuis 1994, le New York Child Learning Institute, le Nicely pour les intimes, utilise un traitement pensé pour les enfants autistes qui, lorsqu'ils sont pris en charge assez tôt, pourraient réussir à suivre un parcours scolaire classique. Les classes du Nicely sont parfaitement adaptées pour ces enfants autistes qui ont besoin d'une présence assidue et de stimulation constante. Ici, il y a 4 éducateurs pour 6 enfants. Dis, regarde. Check it out. Check it out. Qu'est-ce que c'est? A horse clock. Dis-lui ce que tu vas faire. Dis, je vais... I'm going to do. Look. I'm gonna do time telling. Quelle heure est-il? 1 o'clock. C'est super que tu me le dises. Oui, 1 heure. Nous veillons à multiplier les types de stimuli. On ne veut pas seulement lui apprendre à lire l'heure sur cette horloge-là, mais aussi sur celle-là et sur celle qu'il a à la maison. 4h30, super que tu le dises. On lui demande aussi de lire l'heure de différentes manières pour qu'il puisse répondre à la question dans des circonstances variées. Merci de dire l'heure. Nous voulons que ces enfants aient une place dans la société, au sein de leur famille, parmi les enfants de leur âge. Nous voulons qu'ils soient aussi normaux ou qu'ils aient l'air aussi normal que n'importe quel enfant. Tu peux en avoir 3 parce que tu travailles tellement bien. L'autisme est un trouble envahissant du développement caractérisé par un déficit sévère en aptitudes sociales et langagières. Les enfants autistes présentent une variété de symptômes, si bien que chacun aura un profil très particulier. Mais tous ont des difficultés importantes qu'on doit les aider à surmonter. Chaque enfant a son programme éducatif personnalisé qui est élaboré selon ses besoins d'apprentissage, tout en tenant compte des notions académiques et des aptitudes sociales qu'il doit intégrer. Nous ne parlons pas de guérison avec l'autisme. Ce n'est pas le terme que nous utilisons. Notre objectif consiste à remplacer des comportements inadaptés par des comportements mieux adaptés. Dis oui, pas de problème. Très bien. Les enfants qui fréquentent l'école sont soumis à une technique de modification comportementale qui a fait ses preuves. Les détracteurs de cette technique y voient par contre une forme d'agression qui imposerait une vision du monde à ces jeunes esprits dans le but de les rendre socialement acceptables. Le problème, c'est que la science elle-même ne peut toujours pas expliquer ce que ces enfants perçoivent de la réalité. Dis, je vais l'arranger. Bien dit. Bonne idée, tu es tellement intelligent. Why is it important that you touch Carmelo? Parce qu'il travaille bien, qu'il travaille tout seul. On se sert du contact physique comme renforcement positif. C'est magnifique ce que tu fais. Chaque contact physique, chaque sourire, chaque mot d'encouragement que nous donnons est très spécifique et répond à un but précis. Si tel enfant est motivé par une poignée de main, nous donnerons une poignée de main à cet enfant. Tu vas faire du beau travail? Tu es sûr? Tu vas avoir 100%?
On a tous besoin de motivation, par un chèque de paye par exemple, pour aller travailler. Nos élèves sont motivés parce qu'ils les intéressent eux. Pour chaque exercice, tâche, échange verbal ou comportement, une éducatrice observe l'élève pour noter et comptabiliser ce qu'il fait. C'est la base du système utilisé ici. C'est un système de motivation. Anderson a obtenu 20 points en tout parce qu'il travaille bien et correctement. Quand tous ses oui seront encerclés, il pourra choisir une récompense. Ses choix sont au berceau. Il aime bien le iPad avec lequel il joue en ce moment. What game are you playing? I'm playing Snoop. I love Snoop. Tu as droit à plus de temps. Il y a un chronomètre sur sa planchette qui lui dit combien de temps il a pour son activité préférée. Qu'est-ce que tu manges? Pizza. Pourquoi? Because I got my yeses. Because I was spending it, keep my hands on and I talk nicely. Ça valait la peine, hein? Ouais. À Paris, on n'a pas besoin de pizza pour récompenser les élèves. Pour les surdoués, le renforcement positif passe par la possibilité, voire le droit, de s'exprimer, ce qui donne des classes pour le moins animées. Ils ont un besoin, et ça se révèle au travers de leur énergie, un besoin de partager leurs connaissances et qu'on fasse attention à leurs idées. Et ce dont ils souffrent le plus dans les autres écoles, c'est quand la maîtresse leur dit « Toi, je sais que tu sais, je ne t'interrogerai pas ». Ça, c'est horrible pour eux, c'est une frustration intense. L'idée est là, parfois c'est tellement fort qu'elle va jaillir sans qu'ils réussissent à la contrôler. Certains s'avancent, d'autres sur la diagonale tendue. D'accord. En fait, souvent, le cours n'est pas complètement figé. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, j'ai l'idée que je vais faire quelque chose. Ils partent en arborescence, en fait. Donc, il faut être un peu plus réactif. Mais en fait, c'est eux qui font aussi le cours, finalement, et qui impriment la direction du cours, quoi. On peut se rassembler? Oui, mais après... Alors, vous pouvez vous rassembler. Là, quelqu'un se rappelle. Alors, il y a trop de bruit, je suis obligée de crier. Je ne veux pas crier comme ça. Comme ces élèves font des liens, grâce à leur pensée en arborescence, les professeurs doivent aussi faire des liens. Quand on étudie Pasteur en histoire, et si l'élève pose une question sur comment fonctionne un vaccin, il faut pouvoir lui apporter la réponse. Sinon, il ne va pas entendre l'intervention historique de Pasteur. Donc c'est important de faire ces liens. Got my brain, got my ears, got my eyes, got my nose. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas ici dans un cours d'anglais, mais bien dans une classe de français qui comporte une portion musicale. Le mélange des matières fait partie de la pédagogie unique de l'école. C'est une façon originale que cette méthode propose pour garder l'attention des enfants dont la pensée a continuellement besoin d'être stimulée. Et c'est agréable autant pour les profs que pour les élèves. De retour au New York Child Learning Institute, où on n'hésite pas non plus à mélanger les activités en autant qu'on en retire de nouvelles aptitudes. Même le midi, quand les élèves mangent, ils continuent d'apprendre. On essaie constamment de les aider à s'améliorer par le renforcement ou en leur apprenant d'autres aptitudes comme l'interaction ou l'utilisation des couverts et d'une serviette de table. L'objectif est de les amener à discuter entre eux comme des enfants au développement typique. Pendant les repas ou quand ils jouent à l'ordinateur ou avec des Legos, les autres enfants discutent entre eux, vont vers les autres. Les enfants autistes présentent un déficit sur ce plan. On essaie donc de leur apprendre à adopter ces comportements de façon autonome. yes, it is hot. It's overcooking. On s'est rendu compte qu'ils ne se parlaient pas de leur propre chef. On a donc placé des scénarios écrits devant eux pendant les repas, puis on les a retirés graduellement. The lunching room, I had to wait for it to cool a little down. Yeah, you did. Le système de modification du comportement, issu de la réputée université de Princeton, est basé sur le principe de la carotte au bout du bâton, soit celui de la récompense. On l'appelle ABA pour Applied Behavior Analysis. L'ABA est une approche scientifique. Pendant la journée, les éducatrices recueillent des données. C'est ce qu'on appelle des données brutes. On note si les enfants réagissent correctement ou non, dans toutes les situations. Les notes prises par les éducateurs pendant la journée sont colligées quotidiennement.
L'analyse par graphique de la progression des apprentissages de chacun des enfants permet de réajuster l'enseignement qu'on leur transmet sur une base régulière. Mais les graphiques, c'est pour les grands. Ce que les enfants saisissent et qui les fait évoluer, c'est qu'un travail bien fait ou des directives bien suivies apportent une récompense, comme une sortie au parc avec un ami. Les enfants adorent sortir de l'école et aller au parc. On est ici pour s'amuser et pour apprendre en même temps. On leur apprend à interagir entre eux et à se comporter correctement en société. Plus tard, on mettra ces aptitudes au programme tous les jours en allant au restaurant, au parc ou au magasin. Beaucoup de nos élèves ne savaient pas comment jouer. On leur apprend donc à jouer à différents jeux avec leurs camarades. L'objectif à long terme, c'est qu'ils soient capables de le faire avec les enfants de leur âge et leur famille. Qui va courir vite? Bien, allons-y. Comme le dépistage systématique n'existe pas en France, la plupart des petits surdoués ignorent qu'ils le sont et suivent un programme scolaire conventionnel. Il y aurait environ 450 000 enfants intellectuellement précoces ici, ce qui représente environ un élève par classe. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, être doué, c'est pas toujours une chance. Près de la moitié de ces enfants ont des difficultés scolaires et plus de 30 % ne se rendent pas aux études supérieures. Pour Octave, aller à l'école, c'était une véritable épreuve qu'il devait affronter tous les jours. Avant que tu rencontres une personne comme toi, des fois, tu es un peu exclu. Moi, ça m'est arrivé. Dans mon ancienne école, souvent, on me disait, on m'insultait, etc. Juste parce que ça fait qu'il y a beaucoup de jaloux, en fait. Je disais des choses, même des fois, les maîtresses, elles savaient à peine de quoi je parlais. Il avait la capacité d'apprendre une leçon qui durait 4 heures pour les autres élèves en l'exagérant un petit peu en une demi-heure et en la connaissant parfaitement. Donc après, effectivement, c'est 3h30 de temps libre à l'école où on va commencer peut-être un peu à chahuter, à bavarder, à s'ennuyer du coup, et voilà. Donc c'est comme ça, ça a été vraiment le premier signe d'alerte. Je n'ai pas voulu tout de suite le changer d'école, mais c'est de le suralimenter effectivement en connaissances. J'étais prêt à lui donner des cours de chinois le vendredi soir, une autre activité le mardi soir, on va dire le gavet d'activités annexes à l'école. Là, on a la chance que Gusdorf fasse tout ça en même temps, donc voilà, c'est très bien. Là, on voit bien que tout le monde est pareil que moi, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Il est capable de lire 3 heures d'affilée, les 3 mousquetaires ou autre. Hein. Il connaît la mythologie grecque, mais sur le bout des doigts. Le bout des doigts. Le talent d'Achille des surdoués, c'est de subir l'incompréhension, la moquerie et même l'intimidation dans un système scolaire qui n'est vraiment pas adapté pour eux. L'école Gusdorf leur offre donc un refuge pour panser leurs plaies. Nous, notre travail quand ils arrivent ici, c'est vraiment de leur dire qu'ils peuvent souffler, être calmes et se dire qu'ils peuvent être ce qu'ils sont et que nous, on accepte la façon qu'ils ont d'être, qu'on accepte leurs différences, que leurs différences, on les trouve même enrichissantes. Et il est agressif avec tout le monde? Oui. Et avec les profs aussi? On écoute beaucoup les enfants, on écoute leur parcours qui a précédé leur arrivée chez nous. C'est des enfants dont on s'est beaucoup moqué. Certains arrivent ici en ayant été vraiment maltraités, que ce soit physiquement ou verbalement. Il peut y avoir du harcèlement moral qui est lié à leur différence de comportement et de centre d'intérêt. Ça peut être des enfants qui ont été traumatisés par leurs anciens enseignants. Il y avait certains sujets où j'arrivais pas, par exemple la lecture, en fait, ils me demandaient de lire, par exemple, des syllabes, par exemple, ba, be, bi. Et moi, en fait, j'y arrivais pas parce que si c'était pas un mot, je pouvais pas, ça avait aucun sens de parler si c'était pas un mot. Du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes pour ça. Je me souviens très bien d'Iris étant de plus en plus triste et ne voulant plus aller à l'école. Et à la maison, dévorant des journaux médicaux, me posant plein de questions. Donc la maîtresse, arrivée au mois de février-mars, me dit « Mais vous vous rendez compte, elle ne sait pas lire cabane ». Et ça, c'est un mot tellement simple. Et moi, je lui réponds « Elle sait lire thrombolyse ».
Donc on était vraiment sur quelque chose de... Et après, c'est devenu douloureux. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés ici ou à mon cabinet et qui me disaient mais c'est vrai, je suis intelligent et qui ne savaient pas qu'ils étaient intelligents. Pour nous, Gusdorf, ça a vraiment été... on se pose. Enfin, il y a des professionnels qui vont nous aider, il y a des gens qui nous comprennent. On va pouvoir déposer un petit peu ça et notre enfant, ça va être que du bonheur, ça va plus être du bonheur plus l'angoisse de elle est triste à l'école. Et moi, je me surpose. Pour un parent, où qu'il soit sur Terre, le bonheur de son enfant, c'est primordial. À New York comme à Paris, ce bonheur escompté devient souvent possible grâce aux professionnels qui mettent leur savoir au service des enfants et aussi, bien entendu, des parents. Le comportement du petit Josh représentait justement un véritable casse-tête pour sa mère. Il piquait de grosses colères, donnait des coups de poing ou de pied, mordait. Son comportement était dangereux, on était inquiets. Comme Josh se voit récompensé quand il reste calme, notamment grâce à l'utilisation d'une simple minuterie, ses colères se sont rapidement espacées. En 7 mois à peine, ces comportements indésirables en sont venus à se produire toutes les 15 minutes plutôt que toutes les 5 minutes. C'est un progrès énorme. Cela a permis aux éducatrices de lui enseigner beaucoup plus de choses. Il fait des maths, il additionne et soustrait en faisant des retenues. Tout ça parce qu'il arrive maintenant à rester assis tranquillement et à concentrer son attention grâce au contrôle qu'il exerce sur son comportement. Comme bien d'autres parents d'élèves de l'école, la mère du petit vient sur place quelques fois par mois. Elle apprend avec une éducatrice comment aider son fils à effectuer des tâches simples et précises qui seront reproduites à la maison, comme se brosser les dents par exemple. Que dis-tu à maman? Le brossage des dents est un exemple d'opération très compliquée pour lui, qu'on peut décomposer en opérations plus simples. Si on lui enseigne à faire ces étapes, puis à les mettre ensemble, il peut arriver à faire quelque chose de compliqué. C'est pareil pour apprendre à se laver les mains, à s'habiller ou à se déshabiller. Tous ces gestes apparemment banals sont très importants pour son autonomie. 1, 2, 3, 4, 5, woohoo! 1, 2, 3, 4, 5, terrific! Magnifique. C'est bien que vous ne disiez rien. Il peut se passer d'approbation verbale. Pour que Josh continue à progresser, il est très important qu'on fasse à la maison les mêmes choses qu'il fait à l'école. Ce souci de cohérence a vraiment fait une grosse différence. Il est très naturel pour les parents d'approuver l'enfant verbalement. Je suis contente que tu aies brossé tes dents, par exemple. Ce qui est plus difficile, c'est de formuler l'approbation de manière spécifique. Bravo, tu me regardes, plutôt que simplement bravo. Bravo, tu me regardes, demande à maman. Dis-lui oui. On lui donne 2 minutes. Au début, on demandait de faire des choses qui me paraissaient peu naturelles. La capacité d'attention des autistes est généralement très réduite. Regarder la télé pendant une période assez longue est donc difficile pour Josh. Petit à petit, sa mère et l'éducatrice travaillent à lui enseigner comment rester concentré. Il faut penser en même temps à tout ce qui se passe. On doit observer Josh pour comprendre ce qu'il fait, récompenser ses bons comportements et en même temps consigner tout ça par écrit. Alors pour lui apprendre à s'asseoir calmement pendant qu'il regarde la télé, il faut le récompenser s'il garde ses mains baissées, s'il oriente sa tête vers la télé, s'il évite de se tordre les mains ou toutes sortes de choses qu'on ne fait pas en regardant la télé. Donc, chaque fois qu'il fait ce qu'il faut, on le récompense environ aux 15 secondes en lui donnant une friandise, un câlin, une tape dans le dos ou tout ce qui peut représenter un encouragement. Ça fonctionne réellement. On peut ensuite espacer les récompenses. Il peut maintenant rester assis un long moment pendant que je prépare le repas ou que je m'occupe de mon autre enfant. Ça lui permet d'être autonome et heureux pendant que le reste de la famille vit autour de lui.
Pour l'école Georges Gusdorf, comme pour le New York Child Learning Institute, la science a joué un rôle important dans la création et l'application d'une manière d'enseigner inventive, créative et adaptée, ce qui explique en partie le succès de ces deux écoles. Mais c'est pas tout. Il y a un autre élément qui les caractérise, et cet élément, c'est que l'enfant y est reconnu dans sa globalité. Les enseignements ne visent pas seulement le développement intellectuel, mais aussi l'épanouissement physique, émotif et social. Si à prime abord, la douance peut donner l'impression d'être un don, il faut mettre en perspective son côté sombre, qui est entre autres de procurer, déjà tout jeune, une vision du monde très adulte à ses enfants, les forçant à se poser très tôt un tas de questions existentielles troublantes. Je vais vous donner un exemple qu'un parent m'a donné il y a très peu de temps. Son enfant en classe de primaire était en train de réaliser avec sa maîtresse une frise chronologique. Et il disposait les différents événements. Et la question de cette petite fille qui avait 5 ans a été à sa maîtresse, à partir de quel moment l'homme a pensé à inventer Dieu ? Mais forcément, la maîtresse a été absolument incapable de répondre à la question. Dans le but de calmer ou comprendre les angoisses issues de leurs esprits trop aiguisés, les enfants ont accès dès l'âge de 4 ans à des cours de philosophie. Et toi, effectivement, si tu l'aurais... Aujourd'hui, on va travailler sur donc, le respect et sur l'autre, après avoir travaillé sur soi-même. C'est-à-dire sur l'autre. Sur l'autre, c'est l'autre qui peut être différent de nous. D'accord ? L'autre avec un grand A. Je pense qu'on peut enseigner la philosophie aux enfants aussi jeunes. On ne parle pas forcément de Descartes, on ne leur inculque pas un savoir pour les plus jeunes. C'est d'essayer justement de leur apprendre à continuer à se poser des questions et surtout que dans la vie, on n'a pas toutes les réponses et qu'il y a des choses où il faut émettre des avis mais sans avoir une réponse où on est sûr que c'est celle-là. Je vous ai préparé une petite phrase. Le respect dit oui à la tolérance, non à la moquerie, l'agressivité ou l'indifférence envers ceux qui sont différents. Qu'est-ce que ça vous inspire, Dominique? Ça m'inspire qu'on soit noir ou blanc, qu'on n'ait pas la même manière de vivre, on ne se moque pas. Enfin, faut pas se moquer qu'il ait des différences, mais faut pas dire qu'il en a pas non plus. Bah oui. S'il n'y avait pas de différence, on serait tous pareils, on aurait tous les mêmes choses. J'adore la philosophie, c'est un peu le seul cours où on peut débattre vraiment. Alors que dans les autres cours, si on parle à tout bout de champ, on n'apprend rien et voilà. Peut-être qu'on peut pas aimer ces différences, mais on n'est pas obligé de ne pas le tolérer non plus. En philosophie, on travaille sur effectivement les débats, mais on va faire aussi des jeux de rôle où ils doivent se mettre dans la position de quelqu'un qui doit argumenter en faveur d'une idée qui n'est pas forcément la sienne. On dira qu'il a... J'ai pris exprès des 4 personnes qui sont très différentes. Vous allez le présenter comme si c'était vous. Peut-être qu'on peut aussi lui dire souvent t'es une fille ou un garçon. Mais non, mais moi là je vois bien que c'est un garçon, je sais pas le visage, il est masculin, non? Bah, et après, si tu retrouves, les Roms se ressemblent un peu près. Dans cette notion-là, les Roms se ressemblent tous. Ça veut dire que pour toi, tu ne fais pas la différence entre les différentes personnes. C'est comme si je te disais, de toute façon, les enfants intellectuellement précoces, ils se ressemblent tous. Non, non. C'est une réflexion qui est intéressante parce que quand on ne connaît pas les gens, on a tendance à dire qu'ils sont tous pareils. Après, quand on les connaît mieux, en fait, non. Ils sont tous différents. Dans une des classes de tout petits, la philosophie est adaptée pour eux et prend une forme qui permet aux enfants de mieux se connaître. Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu as choisi? Tu serais quoi? Je serais un lapin. Un lapin? Oui, parce que... Les plus jeunes ont encore une pensée qui n'est pas dictée par ce qu'on a pu leur apprendre. Ils n'ont pas l'impression qu'il y ait des questions taboues. Quand ils vont répondre, ils vont vraiment répondre de façon libre et spontanée. As-tu l'impression que la philo peut apaiser ces esprits-là qui sont toujours boulimiques de réponses et qui deviennent peut-être un peu angoissés quand ils n'ont pas les réponses? Oui, par exemple, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est intéressant de leur montrer toutes les croyances différentes et qu'on n'a pas... on ne sait pas. Jeudi prochain, on se voit pour finir ça. D'accord? Je les garde, comme ça on ne les perdra pas. Qu'est-ce que ça sert à quelque chose, la philosophie? Par exemple, à réfléchir. C'est vrai. Et à quoi d'autre? À quoi d'autre ça peut servir, la philosophie? Aux États-Unis, pour mieux servir les élèves autistes plus âgés, on laisse de côté les questions existentielles au profit du pratico-pratique. Le but de l'école est de rendre les jeunes hommes aussi indépendants et fonctionnels que possible. Pensez à votre quotidien. Tout ce que vous faites,
On doit l'enseigner à ces jeunes. Faire ses comptes, se servir d'une carte bancaire ou d'argent comptant, d'une liste de courses ou faire la lessive. Aujourd'hui, nous sommes allés au supermarché. Mike et Michael sont avec nous depuis environ 10 ans. Harry depuis 5 ou 6 ans. Les 3 garçons présentaient des retards de langage. Leurs progrès sont très encourageants. Ils sont devenus très autonomes. De la dinde et du lait. Excellent. Tu les as tous les deux. Je suis fière de toi. Ils acquièrent des aptitudes sociales et professionnelles et apprennent comment prendre soin d'eux-mêmes. Leur progrès dans chaque domaine est beau à voir. Vous avez tout ce qu'il faut? Leur tâche du jour, se préparer eux-mêmes un repas dans la cuisine de l'école, de la recette à la vaisselle. Les parents sont ravis qu'on leur apprenne à cuisiner pour qu'ils puissent aider à la maison. On veut les rendre aussi autonomes que possible à la maison, qu'ils puissent se préparer un goûter ou préparer un repas, bref, être un membre à part entière de leur famille. Contribuer aux tâches ménagères et faire la cuisine, ça en fait partie. Ces garçons ont 16 ans. Un jour, ils vivront en appartement ou en foyer de groupe et auront besoin de ces aptitudes. Il n'y aura plus personne pour leur enseigner et ils se débrouilleront seuls. Peut-être se retrouveront-ils dans un contexte de travail où ils auront à préparer des repas, par exemple dans un hôtel ou une cafétéria. Ces aptitudes sont donc très importantes et même nécessaires dans leur vie. Right, here you go. Thanks. Au début, pour préparer des repas, ils devaient utiliser ce qu'on appelle une analyse des tâches. Cela veut dire qu'on décompose une tâche complexe en éléments plus petits et plus faciles à suivre. Aujourd'hui, Harry, qui fait les boulettes de viande, n'a pas eu besoin de recette. Avec le temps, il a suffisamment mémorisé la recette pour pouvoir s'en passer. What would be the biggest challenges for them in the cooking part? Le plus gros défi est moins pour eux que pour nous, car nous devons orchestrer le tout et être là où il faut être. Ils sont très autonomes. Parfois, ils ont besoin d'aide, mais parfois, ils travaillent si vite qu'on a du mal à les suivre. Quel que soit le plat, ils apprennent vite comment le faire. Ils adorent cuisiner, ce qui facilite leur apprentissage. Tout à fait. Quand il y a des restes, on les offre même au personnel. Chez certains enfants, l'autisme est un lourd handicap. On vise le meilleur pour eux. On veut qu'ils soient le plus possible comme tout le monde. So today we will have salad, turkey meatball and brownies. Et des pâtes. J'aimerais tellement les voir vivre tous ensemble dans un foyer de groupe ou un appartement, avoir un travail, s'occuper d'eux-mêmes, être vraiment autosuffisants. C'est ce que je souhaite pour eux. Pour les grands autistes comme pour les petits surdoués, le but des écoles est de leur fournir des outils qui leur permettront de vivre le mieux possible en étant épanouis dans leurs différences. Ah, sur le froid peut-être? Une posture qui va vous reposer. À Paris, nous sommes en pleine classe de sophrologie. La sophrologie, c'est un mélange de yoga, de zen et de bouddhisme qui fait partie du programme pédagogique. Une forme de relaxation qui vise à calmer les petits cerveaux hyperactifs des enfants en les sortant un peu de leur tête pour les incarner dans leur corps. Les enfants tout petits comme ça se posent déjà des questions existentielles et donc ont beaucoup de peur et d'angoisse. Les troubles du sommeil, par exemple, ça se manifeste souvent comme ça. Donc, ils peuvent avoir peur de grandir. Est-ce que c'est facile de grandir quand même toujours? Moi, j'ai grandi. J'étais ici et j'ai fait Un coup comme ça? Ouais, spoum. Je ne sais pas comment voilà, ça juste spoum. Dans le corps aussi, ça va. Ça agrandit les os. Oui, les os, ils grandissent. Comment ils grandissent en long?
La particularité de ces enfants précoces qu'on côtoie ici, c'est souvent d'être un petit peu en décalage entre le côté physique, le côté affectif, le côté cognitif. Donc on essaye d'harmoniser tous ces aspects pour que ça se mette en harmonie et qu'ils grandissent de façon équivalente à peu près à tous les niveaux. Si on se détend bien, le ventre il se rentre vers les soufflets, c'est je sors l'air de mon corps. Fermez les yeux 2 secondes et regardez comment... Ils connaissent plein de choses, ils sont très curieux, ils ont beaucoup d'humour, beaucoup d'attraction et donc ils auraient tendance à aller vers des enfants plus grands, voire les adultes. Et finalement, ils ne sont pas en maturité suffisamment affective pour le faire. Dans toutes les écoles du monde, on a compris que l'activité physique doit faire partie du cursus scolaire, même quand ce n'est peut-être pas dans la nature de tous les enfants. Un tour. Voilà, super. Il faut savoir que les enfants surdoués vivent souvent un décalage entre leur développement intellectuel qui est en avance par rapport à leur tranche d'âge et leur développement physique et affectif qui, eux, n'ont pas nécessairement été plus rapides. C'est pour ça que l'exercice physique peut parfois se transformer en vrai casse-tête. Les enfants au potentiel ont des difficultés motrices plus marquées que chez des enfants que l'on constate dans l'éducation publique. Tu fais rouler le ballon autour de ta taille. Allez, encore 2 tours. Je sais qu'en cours d'éducation physique, nous débutons toujours par un quart d'heure de théorie, d'aspect théorique sur la pratique, avant d'entrer dans la pratique. Et les enfants sont très questionneurs, curieux sur justement la façon de faire, mais une fois que l'on rentre dans la pratique, le défi physique peut les intimider un peu plus que des enfants ordinaires. Alors, deuxième épreuve, dribble et tir au panier. Donc là, encore un peu plus d'agilité. Est-ce que tu aimes ça, faire du sport? Non. Non, pourquoi? Oh, bah, ça fatigue trop. Ça fatigue trop? Je déteste ça. J'aime bien tirer les paniers. T'aimes compter des buts et faire des points? Oui. Sauf que le problème, c'est que je suis pas très forte. Ouais, du moment qu'on court pas, tout va bien. Réfléchir, ça fatigue, ça aussi, non? Non. Non? Pas du tout? Non. C'est facile par rapport au sport. On va dire, j'aime le sport tant que je fais pas de sport. Voilà, c'est ça. Alors, Octave, c'est parti. Les enfants nous le disent eux-mêmes, le sport, c'est pas le fort des surdoués. Mais comme le prouve Octave, à chaque règle, son exception. Ouais, bien, Octave. Ma passion, c'est le rugby. J'adore le rugby parce que mon père m'a fait voir des matchs de rugby très vite et donc j'ai beaucoup aimé. Est-ce que c'est important pour vous de lui transmettre une passion et peut-être même une passion sportive? Ah bah une passion, oui, mais non, elle est sportive. On l'a pas poussé plus que ça, mais ça nous paraissait complètement naturel qu'il en fasse, quoi. Donc, et il a accroché. Donc, mais effectivement, il est sport. Il a des tonnes de maillots de foot, des tonnes de maillots de rugby, il a des ouvrages, des livres, voilà, il adore ça, quoi. La question n'est pas tout à fait innocente puisque le fait de développer une passion unique qui frise parfois l'obsession est un trait commun aux surdoués. Pour l'instant, c'est simple. On ne sent pas l'excès en tout cas. C'est vrai que parfois, quand il ne vous parle que de ça pendant tout un week-end, bon, mais à côté, il a encore le temps d'évoluer. C'est plutôt bien d'être accroché à ce genre de choses à cet âge-là. Mon plus grand rêve en tout cas, c'est d'être champion du monde de rugby. Mais après, j'ai des rêves, je me rappelle, il y a 1 an ou 2, je voulais être président de la République. Donc, ça peut changer à tout moment. Si les aspirations d'Octave pourraient un jour l'amener à l'Élysée, à New York, c'est dans une pharmacie que Mike, un des grands élèves de l'école des autistes, prépare son avenir. Un programme d'insertion dans la communauté lui permet un premier contact avec le milieu du travail. Tous les matins, il m'aide à placer les produits, à poser des étiquettes. Il accomplit de nombreuses tâches utiles dans le magasin. Quand il a commencé, il fallait intervenir beaucoup plus, lui montrer chaque geste qu'il devait faire. Il avait besoin de beaucoup de supervision. Maintenant, on lui confie une tâche, on lui dit dans quelle aller, et il la fait volontiers. Bien que le personnel du commerce l'ait entraîné, Mike n'est pas laissé à lui-même. Une éducatrice n'est jamais bien loin et l'observe.
Quand on leur enseigne une nouvelle aptitude, on aime bien rester à proximité et vérifier qu'ils ne commettent pas d'erreurs. À mesure qu'ils progressent, on se retire peu à peu pour qu'ils ne dépendent pas de nous. Hello, Mike. Hi. So you work here? Right. Yeah? What is your task? Candy's. Candy's task. That's a good task, no? Mike vient tous les jours depuis 2 ans. Mais le moment qu'il passe ici est pour l'instant relativement court et se rallongera au fil du temps. Il travaille pendant 45 à 60 minutes. On ne peut pas beaucoup augmenter cette durée pour l'instant parce qu'il a encore des choses à apprendre à l'école. Reconnaître et compter l'argent et tout le reste qu'il doit assimiler. Is there some positive reinforcement at the end? En général, on a pu éliminer une bonne partie du renforcement. Comme vous voyez, on ne coche pas sa feuille. Il ne dépend pas d'un système de motivation. Le renforcement vient du fait que ça lui plaît d'être ici, d'être autonome, d'avoir un objectif. Il adore ça, être ici. Comme cette activité fait partie de la scolarisation, elle est monitorée afin de mesurer l'évolution du travail de l'élève. What are you noting? Je note comment il fait son travail. Sur ce rayon, tout est bien classé, orienté correctement et tiré vers l'avant. Je coche ces aspects pour chaque rayon pour vérifier qu'il les a tous faits correctement. Jusqu'ici, il s'en tire très bien. Il a tout fait lui-même. Je passe ensuite à la section suivante. Les avantages sont immenses, non seulement pour Mike, mais pour le magasin également. Pour nous, c'est une forme d'engagement communautaire. Et c'est du vrai travail qu'on leur fait faire. C'est la meilleure formation pratique qui soit. À la fin du programme, à 21 ans, il pourra suivre une formation d'initiation au travail pour perfectionner ses aptitudes et être prêt. De retour en France, à l'école des surdoués. Ici, l'horaire des cours a été élaboré en fonction du cycle d'éveil des enfants. Les cours qui requièrent beaucoup d'attention, comme les sciences, le français ou les cours de langue, anglais, chinois ou japonais, sont dispensés le matin pour laisser la place l'après-midi à ce qui est plus créatif. Ré. Ré. Chante. Les ateliers de l'après-midi, comme ceux de musique, de théâtre, de cinéma ou de cuisine, visent non seulement à faire travailler l'autre hémisphère du cerveau, celui lié à la créativité, mais aussi à apprendre des choses qui requièrent une certaine linéarité. Ceci en visant toujours à prémunir de l'ennui ces enfants qui pensent en arborescence. On baisse un petit peu le son. Alors là, vous avez vu que j'ai installé un bouquet de fleurs. Oui. Et il s'agit de le dessiner au fusain. Pendant que les petits jouent leurs dernières notes, un cours de dessin débute dans la pièce voisine. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Peut-être le vase. Et après, je vais faire les tubes. Tu vas commencer par le vase? Ouais. Je réfléchis beaucoup dans ma tête, donc dessiner, moi, je trouve que ça me permet d'un peu parler sans vraiment parler. Ça serait quoi le langage du dessin? En fait, c'est réussir à exprimer ses idées sans avoir à les expliquer. Et ça fait du bien. Ça repose un peu. C'est vrai que quand il faut expliquer tous les théorèmes, c'est assez compliqué. À cause de l'espace réduit, mais aussi pour stimuler un certain métissage, les ateliers regroupent des enfants de 9 à 17 ans. En fait, ce qui est bien dans cette école, c'est que c'est pas, par exemple, comme dans certains collèges, où par exemple, il y a les troisièmes, on va dire, qui sont un peu les maîtres, qui vraiment martyrisent ceux qui viennent d'arriver. Tu peux pas gommer complètement. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne entente avec toutes les classes. Le mélange des âges et la bonne entente sont des ingrédients qu'on retrouve aussi dans l'atelier de cuisine, où les étudiants sont à déguster le fruit de leur labeur. C'est cool, on cuisine et on mange, donc voilà. Comme ça, on a 4 heures. Voilà le résultat. Pomme au four au carambar. Si c'est aussi bon que ça sent bon, ça doit vraiment être exquis. Et est-ce que c'est un cours que tu aimes, un cours de cuisine? C'est pas comme les autres cours. Les autres cours, on travaille, parfois on a des évals, tout ça. Là, on se détend, on rigole. Il y a quand même des étapes à respecter pour que ça fonctionne. Oui, il faut respecter les étapes, faut pas que tout parte en freestyle, quoi. Le freestyle, dont parle notre jeune ami, c'est sans doute cette fameuse pensée en arborescence. En leur apprenant à suivre le côté linéaire des recettes, on les force en douceur à adapter leur cerveau qui pense vite, vite, vite,
à la cadence de ceux qui les entourent et qui ne sont pas toujours, comme eux, surdoués. Si notre école n'est plus en mouvement un jour, je pense qu'elle perdra de sa différence. Le monde bouge en permanence et on a plutôt l'impression de courir après les changements du monde pour les transmettre à nos élèves que de véritablement être capable de les devancer. Donc on va au moins suivre le mouvement du monde, même si on ne sera jamais assez rapide, et que bien souvent nos élèves sont plus rapides que nous pour comprendre certaines choses. Donc on essaye d'aller aussi vite qu'eux au moins pour pouvoir les accompagner correctement. Depuis que notre école existe, nous avons vu beaucoup d'enfants faire la transition vers le système scolaire ordinaire. C'est le cas de 16% de nos élèves. Il y en a aussi 36% qui ont pu quitter notre environnement très restrictif pour un environnement un peu moins structuré. Ils traînent encore un diagnostic de difficulté d'apprentissage, mais ils réussissent quand même très bien dans un autre environnement. Malgré tous les outils qu'on donne aux enfants autistes au New York Institute, c'est évident qu'ils n'auront pas tous la même vie. Mais il existe des exemples de réussite et d'intégration qui frôlent presque le miracle. Dès son plus jeune âge, le petit Jean-Philippe, ou JP, présentait une différence. Entre les âges de 2 et 3 ans, il n'avait aucune faculté langagière. Il ne prononçait aucun mot. On voyait qu'il ne comprenait pas ce qu'on disait. Il jouait avec la télécommande plutôt qu'avec des jouets. Il était fasciné par les portes, la lumière, les ventilateurs. Nous avons consulté un neuropsychologue qui a émis un diagnostic de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Il avait un peu plus de 2 ans. Son fils entre à Nicely à l'âge de 4 ans et à peine 1 an plus tard, ses progrès sont tels qu'il se met à partager son temps entre l'école des autistes et l'école St. Fidelis, une école primaire régulière située juste à côté. À 7 ans, il a terminé sa transition vers l'autre école. Il y est entré en première année sans avoir besoin de notre école. Le chemin parcouru par JP est extraordinaire. Il est aujourd'hui impossible de percevoir que le jeune homme était enfermé dans le silence. What would be your biggest dream? Mon rêve? Vivre dans cette ville, gagner beaucoup d'argent, me marier, avoir des enfants. Tout comme mon père. Je veux vivre comme lui. Voilà en gros ce dont je rêve. JP a été avec nous pendant 3 ans à peu près. Il a très bien réussi. Nous sommes très contents et très fiers de lui. Il est maintenant bien intégré dans un environnement typique. Il vient même d'entrer au collège. Would you go to university after that? Or... Je ne suis pas encore fixé là-dessus. J'en suis à ma première année de collège, au nouveau collège communautaire, au centre de Manhattan. C'est un endroit agréable. Les étudiants sont sympas, les profs aussi. Et ce n'est pas loin de chez moi. Quand JP est entré à Nicely, nous étions très inquiets parce qu'il avait tellement de retard. Puis, grâce à l'école, il a commencé à nommer des objets, ensuite à former des phrases. Avant, j'avais l'impression d'être en train de le perdre, comme si on nous le kidnappait morceau par morceau. Une fois à Nicely, c'est comme s'il nous était rendu petit à petit. Ça a été le plus beau moment de notre vie. C'était extraordinaire. Je veux devenir gérant de restaurant pour assurer la relève quand mon père prendra sa retraite. Oh, does your dad own a restaurant? Ouais. Okay. So maybe you could be chef, the owner, the boss, you could be, yeah. Je me verrais bien dans le rôle du gars qui adore la nourriture et qui dirige l'entreprise. Quand je repense à comment il était plus jeune et que je vois ce qu'il est devenu, je me souviens que quand il a été diagnostiqué, nous avons cessé de le prendre en photo. On ne voulait pas qu'il vieillisse parce que son avenir nous paraissait très sombre. Nous serons toujours présents. Notre famille est très unie. Nous l'appuyons et il nous appuie. Je pense qu'il a un avenir très prometteur. Des petits miracles peuvent donc arriver quand une pédagogie hautement adaptée est utilisée. Les écoles pour ces clientèles spéciales deviendront-elles plus nombreuses quand on voit les résultats qu'elles obtiennent? En attendant de voir ce que nous réserve l'avenir, une chose est certaine. Avoir le droit d'être particulier et compris dans cette différence, ça aussi, ça s'apprend à l'école. Et on est pas mal sûr que Madame Liberté serait d'accord avec ça. Bye!
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web ou sur les réseaux sociaux.